Que se passe-t-il quand toute une industrie est au bord du gouffre? Eh bien, certaines entreprises disparaissent, tout simplement. Mais d'autres, et c'est ce qu'on va voir, se réinventent de façon assez spectaculaire. On va décortiquer ensemble l'histoire d'une société qui, en pleine crise, a non seulement survécu, mais a carrément redéfini les règles du jeu de la fabrication nouvelle génération. Alors on commence fort avec un chiffre brutal, 50%. C'est le pourcentage d'entreprises de tout un secteur industriel à l'échelle d'un pays qui a mis la clé sous la porte en quelques années à peine. Un véritable séisme. La question, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. On va plonger au cœur de la crise qui a frappé de plein fouet l'industrie française du moule. C'était un secteur historiquement solide, un pilier, qui est entré dans une récession tellement grave que beaucoup le pensaient condamné. L'enjeu était donc simple, la survie, purement et simplement. Alors, quelles étaient les raisons de cet effondrement? Évidemment, on pense tout de suite à la mondialisation. Et oui, elle a joué un rôle. Mais en creusant un peu, on se rend compte que les vrais problèmes étaient internes. On parle de direction vieillissante, sans personne pour prendre la relève, d'un manque criant de dynamisme commercial et surtout, le point central, un sous-investissement chronique dans les nouvelles technologies. En fait, beaucoup trop d'entreprises se sont endormies sur leur savoir-faire historique. Et voilà, cette petite phrase, elle résume tout. C'est le point de bascule. Le savoir-faire, c'était la base, c'était essentiel, mais ça ne suffisait plus du tout pour être compétitif. Pour jouer dans la cour des grands à l'échelle mondiale, il fallait autre chose. Il fallait les machines, la technologie, pour prouver cette expertise. C'est de cette prise de conscience que tout va repartir. C'est ici que l'histoire prend un virage à 180 degrés. En octobre 2000, en plein milieu de la tempête, le groupe Hermo fait un pari audacieux. Il ne se contente pas de créer une nouvelle entreprise, Mols High-Tech, il crée en fait une véritable contre-attaque stratégique face à l'effondrement de son secteur. La mission était limpide dès le premier jour. Mols High-Tech n'allait pas être un fabricant de plus, non. L'idée, c'était d'en faire une vitrine technologique. L'objectif, se concentrer sur les moules les plus complexes, les plus techniques, et s'appuyer sur une technologie de pointe pour aller chercher des clients à l'export. D'ailleurs, le nom en anglais, ce n'est pas un hasard, ça annonçait la couleur. Mais bon, l'ambition sans les moyens, ça reste un vœu pieux. Alors, laissons les belles paroles et allons voir concrètement ce qu'ils ont mis en place. On va entrer dans leur arsenal technologique. Et le mot est bien choisi, parce qu'à l'époque, c'était véritablement une plongée dans l'usine du futur. Et cet arsenal, évidemment, il a un coût, près de 28 millions d'euros. C'est l'investissement de départ colossal qu'il a fallu mettre sur la table. Pas pour rénover un vieil atelier, non, pour construire une usine de A à Z, un bâtiment entièrement climatisé, ultra propre, sécurisé. Bref, un environnement totalement maîtrisé pour garantir une précision absolue. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On commence par les fondations de la qualité, des centres de rectification de très haute précision. Ces machines-là, elles travaillent avec des tolérances microscopiques, bien au-delà de tout ce que les équipements traditionnels pouvaient espérer atteindre. On continue la visite avec les centres d'usinage à grande vitesse. Là, on parle des bêtes de somme de la production. Ces machines sont capables de sculpter des formes incroyablement complexes dans de l'acier trempé, le tout à une vitesse et avec une précision juste stupéfiante. Le résultat, c'est que les temps de production s'effondrent. Et enfin, on arrive au cœur battant de l'usine, les cellules robotisées d'électroérosion. Attention, là, on ne parle plus de simples machines. Ce sont des systèmes entièrement autonomes où des robots gèrent tout, du chargement au déchargement des pièces, sans la moindre intervention humaine. C'est ça la clé de leur productivité. Toute cette technologie n'est pas là par hasard. Elle sert une philosophie très claire, une formule gagnante qui repose sur 3 piliers. Productivité, qualité et réactivité. Et le ciment qui lie ces 3 piliers, le moteur qui fait tout tourner, c'est l'automatisation. C'est elle qui permet d'être excellent sur les 3 fronts en même temps. Le directeur de l'entreprise de l'époque, Alain Pichereau, le résume d'ailleurs parfaitement. Pour rester compétitif, il faut maîtriser ce trio. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Et c'est précisément là que la robotisation prend tout son sens stratégique. Pour que ce soit plus concret, voilà un chiffre. 108 heures. C'est la durée pendant laquelle les machines peuvent fonctionner en totale autonomie, sans aucune surveillance, week-end compris. Ça représente près de 600 heures de production par mois pour une seule machine. Un niveau de productivité tout simplement inaccessible autrement. Et voici les résultats noir sur blanc. Le graphique est éloquent. On a une augmentation de la productivité de 30% et en parallèle une réduction des délais de fabrication de 30% également. En clair, produire plus et plus vite, c'est ça, l'avantage compétitif qui change la donne. On aborde maintenant la dernière leçon de cette histoire et c'est sans doute la plus importante.
Le succès, ce n'est pas une destination qu'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est une course qui ne s'arrête jamais. Et dans cette course, l'investissement n'est pas un sprint qu'on fait une fois, c'est un effort continu. Le groupe Hermo a totalement intégré cette idée à son modèle économique. Chaque année, sans exception, environ 10% du chiffre d'affaires est réinvesti dans de nouveaux équipements. Pour eux, ce n'est pas une dépense, c'est un engagement vital pour rester à la pointe. Cette phrase du directeur résume tout, et elle est sans détour. Si on n'investit pas à court terme, on est mort. C'est une vérité brutale, mais c'est la réalité du terrain. Surtout quand on se souvient de tous les concurrents qui ont disparu, justement parce qu'ils n'ont pas investi. L'investissement, ce n'est pas une option pour préparer l'avenir, c'est une condition de survie immédiate. Finalement, toute cette histoire nous amène à une question qui dépasse ce seul cas d'entreprise. Dans une économie mondiale qui bouge à une vitesse folle, est-ce que le simple fait de rester immobile, de ne rien changer, ce n'est pas déjà, en soi, une forme de régression ? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage.